J'ai beaucoup de plaisir à accueillir pour cette séquence Michel Barnier, que nous connaissons dans notre maison, aujourd'hui négociateur en chef au nom des 27 gouvernements de l'Union européenne pour gérer la sortie du Royaume-Uni, pour gérer le Brexit. C'est un rôle inédit, tristement inédit. C'est une mission difficile s'il en est, mais dont chacun s'accorde à dire que Michel Barnier l'a conduit de main de maître. Il a la confiance absolue de Jean-Claude Juncker pour conduire cette étape aujourd'hui, ainsi que la confiance des 27 chefs d'État. Michel Barnier, nous le connaissons, il a été le plus jeune député de France, il a été président du Conseil général de Savoie, il a été ministre de l'Agriculture, et puis il a été désigné l'année dernière personnalité politique européenne de l'année au nom du travail conduit. Et pour avoir participé au COPA à différentes interventions de sa part, nous tenant au courant de l'évolution des discussions, de la construction de tout ce qu'il a envisagé, eh bien, je peux vous dire qu'il a une parfaite maîtrise, mais aussi beaucoup de conviction pour faire le maximum pour, en quelque sorte, limiter les dégâts face à ce difficile sujet. Donc, il intervient très peu sur ces sujets. C'est une chance pour nous, FNSEA, de pouvoir l'avoir à notre congrès. Je sais son attachement aux questions agricoles et à notre maison et à notre mouvement. Et je veux devant vous et en votre nom à tous le remercier très chaleureusement et je vous demande de l'applaudir. Alors, Christiane Lambert, bonjour à tous. Donc, beaucoup me connaissent ici, je suis ravi de vous retrouver, Thierry Guerrier, journaliste, et je vais donc avoir le plaisir, la mission, le mandat qui m'a été confié par Christiane de mener une interview de Michel Barnier, heureux de vous retrouver aussi, avant même que nous ayons tout à l'heure, en effet, vous le savez, ça a été annoncé, une table ronde sur la question à la fois du mouvement des Gilets jaunes et des corps intermédiaires, votre rôle dans le contexte de cette société française qui évolue, et puis bien sûr l'Europe, avec demain une table ronde aussi très importante. Alors, monsieur le ministre, monsieur le commissaire, ou monsieur aujourd'hui le négociateur en chef, pardonnez-moi, c'est plus facile face à vous, donc je vais rester debout pendant cet entretien. L'enjeu essentiel aujourd'hui, au moment où vous êtes en train d'essayer de faire que ce moment exceptionnel, qui peut être noir, mais qui peut être aussi une chance de relance de l'Union, une relance du projet européen. L'enjeu, c'est cet événement, le premier, qui est le Brexit. Comment on va en sortir? Je vais revenir à vous. Mais l'enjeu, c'est nous aussi, nous tous, les Européens, qui allons devoir, dans quelques jours, dans quelques semaines, le 26 mai, nous prononcer à nouveau. Certains disent, je ne sais pas si ce ne sera peut-être pas la dernière fois qu'on aura à désigner des parlementaires européens. Bon, je ne sais pas, évidemment, certains ont peur, et le président de la République lui-même nous dit, mais nous risquons l'éclatement. Quoi qu'il en soit, première question, évidemment, l'actualité, autant que votre fonction vous permette, et je vous remercie encore, comme le soulignait Christiane à l'instant, d'avoir accepté de venir nous en dire un mot, mais cette négociation que vous menez, extrêmement délicate, on voit à quel point elle est difficile. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Pour être clair, on n'y comprend plus rien. Ils sortent ou ils ne sortent pas, les Anglais? Bien, on va mettre les choses dans l'ordre. Hein. D'abord, dans le bon ordre, je veux dire à Christiane Lambert, ses vice-présidents, chacune et chacun d'entre vous, que je suis très heureux de pouvoir répondre à votre invitation, Christiane. J'arrive du Parlement européen, je retourne à Bruxelles immédiatement après, mais je trouve très important de marquer cette étape ici à Nancy et de saluer l'équipe de Meurthe-et-Moselle qui a organisé ce grand congrès, et puis de retrouver le fil ou de consolider le fil de ce dialogue que j'ai depuis très très longtemps avec la FNSEA, les JA, à l'époque où je présidais naturellement le Conseil général de la Savoie, où j'étais parlementaire, et évidemment lorsque j'ai été pendant 2 ans, ça a été pour moi une de mes plus grandes fiertés, un grand honneur d'être ministre des agriculteurs, des agricultrices, de la pêche aussi, hein, pendant 2 ans, à une époque sensible. Je n'ai pas oublié les dialogues que j'ai eus à cette époque avec Jean-Michel Lemétayer, Xavier Belin et toute l'équipe de votre fédération. Voilà. Ça fait assez longtemps, Christiane, que j'ai été le plus jeune député français. Hein.
C'est un titre qu'on perd assez vite d'ailleurs. Hein. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rien oublié de cette époque où, dans un canton très rural, dans le pays du Beaufort, j'ai eu l'honneur d'être élu local, puis départemental et national, des contacts que j'ai eus avec les coopératives, avec les fédérations, avec vos organisations. Je n'ai rien oublié, et aujourd'hui même, dans plusieurs dossiers que j'ai à traiter comme négociateur du Brexit, ce que j'ai appris à cette époque, grâce à vous, m'est utile. Voilà. Ça, c'est mon premier point de remerciement. Et... Ils sont là. Les Savoyards sont là. Oui, sûrement. Que je salue fidèlement. Tout à l'heure, j'étais au Parlement européen en séance plénière et la commission que je représente dans cette circonstance avec le président Juncker était assise juste à côté des sièges du parti de M. Farage, qui était là. Hein. Et Farage, je l'ai reçu il y a quelques mois, sa demande, dans mon bureau à Bruxelles, et il m'a dit, je vais vous expliquer pourquoi nous avons voté le Brexit. Alors ça, je dis, ça m'intéresse beaucoup, M. Farage, parce que je n'ai pas tout compris, mais donc je l'ai écouté. Puis à la fin, je lui ai dit, je voudrais moi vous poser une question. Le Brexit, vous avez été à la tête de cette campagne, vous avez gagné. Nous respectons ce vote, même si nous le regrettons, et nous le mettons en œuvre. Le traité est presque là, 600 pages. Je voudrais vous poser une question de savoir comment vous voyez, M. Farage, vous, après le Brexit, quand vous serez sorti, comment vous voyez l'avenir de la future relation entre le Royaume-Uni, votre pays, et nous, l'Union européenne. Et il me répond, non pas en patois savoyard, mais en anglais, Mr. Barnier, after the Brexit, the EU will no longer exist. Après le Brexit, l'Union européenne n'existera plus. Donc vous avez là un leader politique, pas n'importe lequel, qui porte des convictions que nous pouvons respecter, même si nous les combattons, mais qui veut détruire l'Union européenne. Voilà l'enjeu. Pour ça, Thierry, qu'à côté du Brexit, on peut en parler dans un moment, mais des enjeux techniques, juridiques, financiers, économiques, humains, sociaux du Brexit, que nous avons essayé de gérer dans ce traité, il y a une dimension beaucoup plus grave qui tient à l'existence même de l'Union européenne, qu'un certain nombre de gens, comme M. Farage, veulent détruire de l'intérieur, sans parler de ceux qui, de l'extérieur, à l'est ou à l'ouest, veulent les détruire de l'extérieur. Voilà. Et donc la responsabilité que nous avons, quoi qu'on pense de la bureaucratie bruxelloise, des erreurs, des réformes bien ou mal menées depuis 30 ans ou 40 ans, on peut en parler, des erreurs qui ont été faites. Je peux aussi dire un mot tout à l'heure des leçons du Brexit. Quoi qu'on pense de ce qui doit être corrigé, réformé, il y a plein de choses à corriger à Bruxelles. Mais la question de fond, c'est est-ce qu'on laisse ces gens détruire ce qui a été construit depuis 60 ans pour mutualiser, aujourd'hui 28 nations, bientôt 27, une partie de leur souveraineté, sans abandonner leur souveraineté nationale, une partie de leur politique commerciale, leur politique de la concurrence, pour parler d'une seule voix face aux Chinois, aux Américains, aux Russes, aux Brésiliens et à d'autres. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on laisse ce projet européen, qui reste un projet pour l'avenir, se laisser détruire par tous les Farages d'Europe ou d'ailleurs? Voilà. Et moi, je pense fondamentalement, qui suis passionnément patriote et européen, que ce serait une folie pour l'intérêt national de notre pays, pour votre intérêt, de laisser se détruire le projet. Il y a pourtant un premier épisode qui est engagé, d'une certaine manière, c'est le Brexit. Où en est-on? Le Brexit, d'abord, c'est une négociation extraordinaire. Je vais d'ailleurs tout faire pour qu'elle reste unique. La première fois qu'un pays veut quitter l'Union européenne, ça prouve que l'Union européenne n'est pas une prison, qu'on peut la quitter, à condition de bien savoir ce qu'on fait, de bien comprendre les conséquences et de les assumer. Et c'est tout le problème actuellement à la Chambre des communes, y compris dans les votes ce soir que vous pouvez suivre. C'est assez stimulant de suivre les débats de la Chambre des communes en ce moment. Donc, c'est pas toujours compréhensible, mais c'est assez stimulant.
Le Brexit, c'est un divorce. Après 44 années de vie commune. 44 années où les Britanniques ont construit avec nous notamment ce qui les intéressait le plus, et peut-être seulement quand ils ont adhéré à l'Union européenne, à l'époque à la Communauté économique européenne, 72, c'est le marché commun, à l'époque devenu le marché unique. Et ils ont beaucoup contribué. J'ai été le commissaire au marché unique pendant 5 ans, de 2010 à 2014. Je peux témoigner de l'influence britannique. On détricote 44 années de contact, d'intégration, de coopération. Et ça a des conséquences innombrables qui n'ont pas été bien mesurées et sûrement pas bien expliquées aux Britanniques ou aux Européens au moment du divorce, du vote du Brexit. Ça a des conséquences, mesdames et messieurs, pour 4,5 millions de citoyens. Vous en avez peut-être dans vos familles. Il y a 3,5 millions d'Européens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni. Il y a 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent et travaillent dans l'un de nos pays. Tous ces gens ont des droits de résidence, des droits sociaux, les retraites, la sécurité sociale, etc. Et ils sont très inquiets. Nous avons, dans le traité qui a été accordé et agréé au mois de novembre avec Mme May, pas contre elle, avec elle, nous avons sécurisé les droits de ces 4,5 millions de personnes pour eux-mêmes, pour leurs familles et pour la durée de leur vie. Premier point d'incertitude sur lequel nous avons essayé dans le traité de remettre de la certitude. C'est ce traité qui est en discussion à Londres en ce moment. Hein. Et il faut que les Britanniques fassent très attention en le rejetant. Ils l'ont déjà rejeté 2 fois. C'est le traité de Mme May, mais c'est aussi le nôtre. Deuxième point d'incertitude qui vous concerne directement, le budget. Les Britanniques payent dans le budget européen à peu près 12 à 14% de tout. Et vous savez que le budget européen est établi non pas comme le budget de votre commune ou le budget du gouvernement français tous les ans. Le budget européen, on l'établit tous les 7 ans. Tous les 7 ans, on discute des politiques, la PAC, les fonds structurels, l'environnement, le transport, et on met en face de ces politiques des budgets auxquels contribue chacun des États membres. Tous les 7 ans. Donc nous sommes dans la période 2014-2020. Les Britanniques ont choisi, c'est eux qui ont choisi la date, de partir début 2019, normalement ce vendredi. Alors qu'il reste encore 2 ans pour la période budgétaire pluriannuelle. Il n'était pas question, et il n'est toujours pas question, que nous payions à 27 ce qui a été décidé au début à 28. Parce que derrière cela, il y a, pour 2 années encore, toutes les contributions de l'Union européenne au budget agricole, aux aides directes, au budget des fonds structurels, aux universités et tout le reste. Et nous avons obtenu un accord avec les Britanniques. Troisième point d'incertitude, un autre sujet qui intéresse l'agriculture, parmi plein d'autres sujets qui intéressent tous les citoyens, les indications géographiques ou les marques industrielles. Nous avons décidé en commun, mutualisant nos protections, de protéger ensemble et vis-à-vis de tout le monde entier 3000 indications géographiques, fromage, vin, huile d'olive, etc., et 1 million de marques industrielles. Il n'est pas question qu'en quittant l'Union européenne, les Britanniques se sentent déliés de l'engagement de protéger ces marques. Nos marques, comme nous devons rester respectueux et protecteurs de leurs marques. Pourquoi je dis ça? Parce que les Britanniques, une fois partis, vont vouloir signer des accords commerciaux avec le monde entier. Enfin, dupliquer les accords qu'ils ont actuellement avec nous, avec le monde entier. Ils vont négocier un accord avec les Américains, avec le Canada, avec le Japon, la Corée et d'autres. Très bien. Nous savons qu'aux États-Unis, on fabrique de la feta grecque. Nous savons qu'on fabrique du parmesan italien. Nous savons qu'il y a des fabrications de whisky écossais aux États-Unis. Il n'est pas question que dans les futurs accords commerciaux bilatéraux entre Royaume-Uni américain, Royaume-Uni, Thaïlande et autres, ces marques qui sont les nôtres ou les leurs ne soient pas protégées. Et donc nous avons obtenu un accord pour protéger durablement dans l'avenir, quelle que soit notre future relation,
ces 3000 marques qui sont celles que vous portez par votre travail, comme nous avons obtenu de protéger 1 million de marques industrielles. Et puis nous avons trouvé un accord pour donner une période de transition aux Britanniques qu'ils ont demandé pendant 2 ans, à partir normalement de ce mois-ci, enfin du lendemain de leur départ. Ils quittent les institutions européennes, il n'y a plus de commissaires britanniques, il n'y a plus de députés britanniques, il n'y a plus de membres de la Cour des comptes ou de la Cour de justice britannique, il n'y a plus de ministres au Conseil des ministres britanniques, mais pendant 2 ans, ils restent dans le statu quo, dans le marché intérieur et dans l'union douanière pour se préparer, pour construire une administration là où elle n'existe pas. Je dis ça en passant par rapport aux discussions que j'ai eues avec M. Farage, la bureaucratie. Bien sûr qu'elle existe, la bureaucratie à Bruxelles. Hein. En cherchant bien, d'ailleurs, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles, hein, non? Probablement. Mais elle existe à Bruxelles. Sauf que cette bureaucratie, ces fonctionnaires, ils font un travail dans beaucoup de domaines au nom des 27 ou des 28, au nom des Britanniques ou des Français. Toute la politique commerciale, la certification des produits et bien d'autres sujets. Euratom. Mesdames et messieurs, en quittant l'Union européenne, les Britanniques ont choisi de quitter mécaniquement 750 accords internationaux. 750 accords internationaux. Ce que nous avons pour la pêche avec des pays tiers, des accords techniques, des accords commerciaux. Et donc, il faut qu'ils reconstruisent leur propre capacité nationale. Donc tout ça peut être fait pendant ces 2 années s'il y a un accord. La transition n'est possible que s'il y a un accord sur le traité. Voilà. Et donc, je pourrais multiplier les exemples de ces 600 pages que nous avons agréées avec les Britanniques pour apporter dans tous les domaines de la certitude juridique, là où le Brexit crée, comme tout divorce, comme toute séparation, de l'incertitude. Vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez dit il faut qu'on tire les enseignements du Brexit. Oui, pour la suite du projet. Oui, juste un mot, avant de tirer les leçons que nous devons tirer par nous-mêmes, juste un mot du processus, parce qu'il... Vous pouvez en parler. Nous avons conclu ce traité au mois de novembre avec Mme May, Premier ministre du gouvernement britannique, et depuis, elle est bloquée par son Parlement. Et depuis, on assiste à un débat interminable au Parlement où se construisent des majorités négatives, à 2 reprises une majorité forte contre le deal, contre l'accord. Il y a 10 jours, une majorité contre un no deal. On ne veut pas sortir sans un accord. Il ne suffit pas de le dire. Hein. Pour ne pas sortir sans un accord, il faut soit arrêter le Brexit, soit voter un accord. Hein. On peut aboutir, y compris dans une quinzaine de jours, à une sortie sans accord par accident, hein, parce qu'il faut un accord. Donc nous sommes là et nous espérons que dans les débats qui vont avoir lieu dans les jours qui viennent, y compris ce soir, le Parlement britannique va prendre ses responsabilités. C'est le moment pour les Britanniques. Nous n'irons pas plus loin. L'accord est fait, il est le seul possible pour traiter tous ces sujets d'insécurité et nous avons pris nos responsabilités, les 27, unis. Et j'ai beaucoup travaillé, comme vous l'avez compris, à l'unité des 27 avec le Parlement européen. Donc de notre côté, nous sommes unis, nous regrettons ce départ, nous en avons pris acte, nous l'avons organisé pour qu'il se passe de manière ordonnée. Il faut maintenant que les Britanniques prennent leurs responsabilités et assument les décisions qu'ils ont choisies. Sur le processus, quand même, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas d'accord dans les jours qui viennent, le Conseil européen auquel j'ai participé, d'ailleurs à l'invitation du président Tusk jeudi soir et jeudi après-midi, la réunion des chefs d'État ont décidé, s'il n'y a pas d'accord avant le 11 avril, ce jour-là, nous constatons qu'il n'y a pas d'accord et il y a 2 solutions. Ou les Britanniques choisissent de sortir sans accord, c'est leur décision, avec beaucoup de conséquences pour nous et surtout pour eux. Et nous nous préparons à cette hypothèse dans tous les domaines, y compris les questions agricoles, pêche, qui sont très sensibles, et d'autres sujets, les transports. Ou bien, avec un plan, avec de vraies raisons, ils demanderont une prolongation nouvelle de la négociation. Ça peut être lié à un processus politique qu'ils engageraient entre maintenant et le 11 avril entre la majorité et l'opposition, qui n'a pas été engagée jusqu'à présent. Ça peut être pour organiser un référendum, ça peut être pour organiser de nouvelles élections. Ça, c'est leur choix. Mais il faudra que ce soit une vraie raison pour prolonger
négociation qui, de notre point de vue, est terminée. Sauf, mesdames et messieurs, au-delà et à côté du traité, sur un deuxième document que j'ai négocié avec les Britanniques et sur lequel nous avons trouvé un accord, qui décrit, ce qui est beaucoup plus important que le divorce, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble pour l'avenir. Et nous avons, en 26 pages, décrit, dans une déclaration politique commune, ce qui est devant nous comme une deuxième et très grande négociation après le divorce, je dis bien après le divorce, une négociation pour déterminer les conditions, le cadre d'une future relation avec le Royaume-Uni. Dans tous les domaines, sans doute un accord de libre-échange que nous négocierons sérieusement, coopération en matière de transport, d'aviation, coopération en matière universitaire, de recherche. L'autre jour, j'ai rencontré dans mon bureau le directeur général de l'hôpital parisien Gustave Roussy, qui est un très grand hôpital spécialisé contre le cancer. Cet hôpital a bâti un réseau avec 9 autres hôpitaux en Europe pour mutualiser la recherche. Et l'Union européenne soutient massivement ce travail de mutualisation de la recherche contre le cancer. Parmi ces hôpitaux, il y a l'hôpital de Cambridge. Il n'est pas question qu'on arrête ça. C'est intelligent. Sauf que le Royaume-Uni sort et il ne peut plus bénéficier du programme de recherche européen comme aujourd'hui. Donc il faut trouver avec eux, dans la relation future, une coopération en matière de recherche pour préserver, mais dans d'autres conditions techniques, juridiques et financières. La même chose pour Erasmus, par exemple. Coopération judiciaire et policière, le mandat d'arrêt européen, coopération en matière de défense, de politique étrangère. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Et là, on peut encore négocier. On peut encore améliorer cette déclaration politique dans les jours qui viennent si les Britanniques veulent être plus ambitieux. Alors les enseignements qu'on doit en tirer, parce que vous savez bien que les Français regardent avec beaucoup de regrets, sans doute ce Brexit, n'empêche que certains se disent peut-être que ça peut nous arriver, et on est entre l'attachement renouvelé à l'Union, au projet, en voyant les risques que courent les Anglais en sortant, et en même temps une forme de défiance. Quels enseignements nous devons en tirer? Certains appellent au Frexit. D'abord, j'observe que ceux ou celles qui évoquaient la sortie de la France de l'euro ou de l'Europe, on ne les entend plus sur ce point. Et c'est la même chose en Italie ou dans d'autres pays. C'est peut-être aussi, je ne l'ai pas fait exprès d'ailleurs, simplement la pédagogie de cette négociation qui montre qu'est-ce que ça veut dire d'être dedans et qu'est-ce que ça veut dire d'être dehors. Et ce n'est pas la même chose. On ne peut pas être dehors et avoir les mêmes avantages, ni les mêmes disciplines d'ailleurs, que lorsqu'on est dedans. Donc c'est ça qui apparaît aujourd'hui et depuis 2 ans dans cette négociation. Néanmoins, lorsque j'ai eu l'honneur d'être votre ministre et dans toutes mes autres fonctions, je n'ai jamais dit et je ne pense pas que tout soit parfait à Bruxelles. Je pense qu'il y a plein de choses à Bruxelles qu'il faut corriger. Il y a eu des erreurs importantes. L'une de ces erreurs, puisque je peux le dire franchement, elle est fondamentale et on la corrige petit à petit, c'est d'avoir cédé aux sirènes de l'ultralibéralisme. Au moment de la mondialisation, au moment de l'éclatement du bloc, de ce monde, Christiane, assez stable au fond, entre américains d'un côté et soviétiques de l'autre, en 89-90, avec la rupture du mur de Berlin, ce monde bipolaire ou binaire a explosé. Et c'est ce qu'on appelle la globalisation et la mondialisation. Les échanges se sont multipliés avec des progrès. D'ailleurs, il y a 600 ou 700 millions de citoyens du monde qui sont sortis de l'extrême pauvreté. Les échanges produisent du progrès. Mais tout ça s'est accompagné, de mon point de vue, je m'exprime à titre personnel, d'une tendance encouragée à Bruxelles et par beaucoup de gouvernements de droite et de gauche, y compris les nôtres en France, à un excès de libéralisme, à détricoter les régulations et la gouvernance. Et ça vaut aussi dans le détricotage des outils de gestion en matière agricole, dans certains domaines. Ça a été une erreur majeure. Parce que qu'est-ce qui est arrivé en 2007-2008 quand la crise financière nous est tombée dessus? Cette crise, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a été provoquée par le comportement irresponsable et je dirais dans certains cas criminel d'un certain nombre de banquiers qui se sont crus tout permis dans ce monde, ou plutôt à qui on a tout permis, à force d'avoir dérégulé, supprimé la supervision, les règles de gouvernance et l'esprit de responsabilité. Je
dis ça en connaissance de cause parce que moi, je suis devenu commissaire européen au marché intérieur et aux services financiers en 2010, avec la confiance du président Sarkozy à l'époque. Et j'ai dû, parce que c'était mon boulot, reconstruire toute l'architecture de régulation dans la suite du G20, des décisions du G20 au milieu de la crise. Et j'ai proposé 41 lois de régulation, 41 lois européennes, pour remettre de l'ordre, de la responsabilité, de la transparence, si je puis dire un peu d'éthique ou de morale, là où elles avaient disparu dans les milieux financiers. 41 lois, donc d'ailleurs 39 ont été adoptées, y inclus avec les Britanniques. Donc c'est un travail, j'ai appris à connaître les Britanniques à ce moment-là. Hein. Donc ça, c'est une erreur majeure. Et nous corrigeons pour revenir aux fondations de l'Europe qu'on a abandonnées ou qu'on a laissées de côté, qui sont les fondations de l'économie sociale de marché, compétitive. Les 4 mots sont importants, pas seulement un ou deux. Économie, sociale, marché, compétitif. Voilà. Donc on est en train d'y revenir, mais ça c'est une erreur. Voilà. Il y a plein d'autres erreurs, parmi lesquelles je voudrais dire aussi l'absence de débat démocratique sur l'Europe. Hein. Christine Lambert a été aussi beaucoup plus jeune à une époque, hein, comme moi, et je me souviens très précisément d'un moment où j'étais ministre des Affaires européennes en 95-96, parce que j'avais appris en Savoie à écouter, à me faire engueuler de temps en temps sur l'Europe, et je me disais, c'est pas possible qu'on ne parle de l'Europe qu'au moment des crises, la vache folle, au moment d'un référendum, réussi ou raté, au moment d'une guerre. On ne doit pas parler de l'Europe seulement au moment tragique ou dramatique, on doit en parler tout le temps, puisque vous vivez avec des normes, des standards européens, vous vivez avec des concurrences loyales ou déloyales au niveau européen. 60% des lois, des normes sont élaborées, mesdames et messieurs, non pas par les autres, sans nous, par nous, avec les autres, à Bruxelles, à la Commission, au Parlement et au Conseil des ministres. Donc j'avais lancé à l'époque le dialogue national pour l'Europe, et Christiane, présidente des JA, avec le président des maires de France à l'époque et l'ancien ministre socialiste, M. Curien de la Recherche, vous aviez été témoins, les grands témoins de ce dialogue et de sa sincérité. Et j'avais trouvé beaucoup d'enseignements dans ce dialogue. Mesdames, Messieurs, le pire pour l'Europe, c'est le silence. C'est le silence qui nourrit les peurs, c'est le silence qui nourrit la démagogie, qui inquiète. Il faut j'ai en tête une phrase du général de Gaulle qui a beaucoup compté pour moi dans mon engagement politique et qui disait « Il faut combattre la démagogie par la démocratie ». Et il n'y a pas seulement de la démagogie, hein, quand j'entends les craintes ou les peurs. Il y a de vraies craintes. Je voudrais juste vous dire que je me suis intéressé aux raisons du Brexit en comparant aussi des votes chez nous un peu parallèles. Dans les régions les plus pauvres du Royaume-Uni, ce sont les gens les plus pauvres, les plus isolés qui ont voté pour le Brexit. Parce qu'ils ont voulu dire que l'Europe ne les protégeait pas de la mondialisation, que l'industrie avait disparu, sans parler de l'agriculture. Et j'ai observé des sentiments parallèles dans certaines régions de France, dans le Hauts-de-France ou en Picardie ou ailleurs. Quand on regarde les courbes du vote de l'extrême droite de Mme Le Pen, il faut comprendre ces votes. Il ne suffit pas de dire c'est du populisme, c'est de l'extrême droite, il faut comprendre et répondre. Ces courbes, elles suivent 3 autres courbes. Elles suivent la courbe du chômage. La deuxième courbe que le vote Le Pen suit, c'est la courbe qui indique la distance de votre maison à un médecin. Et la 4e courbe, c'est la courbe qui traduit la distance de votre maison à une gare. Ça, c'est le sentiment d'être laissé de côté, d'être abandonné. Et il y a des réponses. Et pour qu'il y ait des bonnes réponses, il faut écouter et répondre et comprendre. Donc c'est ça que je voudrais dire dans les leçons du Brexit, que j'ai eu l'occasion de m'exprimer à titre personnel comme homme politique sur ces questions. Il y a des réponses au niveau européen, moins de naïveté dans nos échanges commerciaux. Le président de la République, M. Macron, a fait voter et a soutenu il y a quelques jours enfin un contrôle des investissements étrangers en Europe, qu'on sache enfin qui achète quoi chez nous.
Quels sont les actifs stratégiques qui peuvent partir dans la main d'un certain nombre de groupes ou de personnes extérieures à l'Europe? Il y a des réponses nationales. Personne n'a obligé la France à abandonner une partie de son industrie. Il y a des réponses régionales sur les transports, des réponses locales sur les circuits courts ou sur l'Internet. Mais il y a des réponses. Je suis sûr qu'il faut apporter des réponses. Alors, je vais vous laisser prendre peut-être le café qu'on vient de nous apporter. Profitez-en. Et comme ça, je vais poser la question suivante. Non, peut-être qu'avant, Christiane, en conclusion, ou les vice-présidents, vous posez une question. Juste, vous savez que ce doute, parfois, traverse tous les univers français. Et si le monde agricole est très sensible à ce que l'Europe a apporté, il peut être lui aussi traversé par le doute à propos du projet européen. Comment on relance le projet européen aujourd'hui, dans un contexte où on voit bien qu'on n'en parle même pas vraiment, à part le Brexit, alors que les élections sont là dans quelques semaines? Comment on relance le projet? D'abord, le Brexit, c'est une question du passé. Les Britanniques ont décidé de partir, sauf s'ils changeaient d'avis. C'est une question qui, pour nous, appartient maintenant au passé. Et ce que j'espère simplement, c'est que l'unité qu'on a construite par la volonté des chefs d'État, de gouvernement, du Parlement, et que j'ai cultivée pendant ces 2 années, cette unité, ils vont pouvoir l'utiliser, les dirigeants européens, les futurs députés européens, pour un agenda positif. Parce que le Brexit, c'est un agenda négatif. C'est lose-lose, comme on dit en anglais. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit. Aucune. Tout à l'heure, M. Farage était à côté de moi, et j'ai dit devant lui, M. Farage, je vous ai reçu, vous n'avez pas été capable de me démontrer, pas plus que quelqu'un d'autre, la valeur ajoutée du Brexit. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit. Mais c'est une question du passé. Sauf s'il change d'avis. Pour autant, l'agenda positif, il est très exigeant. Il consiste d'abord à préserver, mais bien sûr à les réformer, à les adapter les politiques actuelles, au premier rang desquelles la politique agricole commune, avec un enjeu extrêmement simple. Je rencontrais hier soir un député européen que je connais bien et qui va malheureusement quitter le Parlement, Michel Dantin. Qui sera avec nous demain? Qui sera peut-être avec vous demain, c'est ça. Il me rappelait les chiffres que j'ai d'ailleurs en tête. Le manque à gagner en raison du départ des Britanniques, c'est 11 à 12 milliards par an. C'est la contribution nette des Britanniques, chaque année, entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils nous donnent à l'Europe. 11 milliards. Et il y a à peu près 3,5 milliards qui sont directement fléchés sur la PAC. Donc il va falloir faire aussi bien avec 12 milliards de moins, dont 3,5 milliards de moins pour la PAC. Et ça, c'est un débat qui a commencé sur les propositions de la Commission. On peut en penser ce qu'on veut, mais elle permet de discuter. Et puis, il va falloir que le Conseil des ministres, le Parlement, le nouveau Parlement européen, se saisissent de ces questions. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura au Parlement européen un certain nombre d'élus qui connaissent l'agriculture. Voilà. Et aussi des députés européens qui fassent leur boulot. Parce que je peux bien dire une chose que j'ai constatée. Moi, je suis savoyard, et donc j'aime bien les choses qui soient faites avec méthode et précision. L'influence française, mesdames et messieurs, je dis ça comme citoyen français, elle ne se décrète pas, elle ne se décrète plus. L'influence française, elle se construit. Elle se construit à tous les niveaux et tous les jours, par des ministres qui arrivent à l'heure aux réunions et qui ne partent pas en avance, qui écoutent les autres, comme ils demandent à être écoutés quand ils parlent, par des députés qui sont présents, et c'est extrêmement astreignant d'être député européen. C'est très différent des députés français. Moi, j'ai été les deux, donc je peux vous dire. Vous n'avez pas les 4 colonnes des journalistes qui sont, excusez-moi Thierry, à vous tendre un micro tout le temps. Il faut travailler discrètement, besogneusement. M. Dantin, dont je parlais, il a mis 5 ans à créer sa crédibilité. C'est pour ça que je regrette qu'il parte du Parlement, parce qu'on aurait eu bien besoin de cette crédibilité pour porter la voix de l'agriculture, pas seulement française, dans les instances européennes. Bon, c'est très exigeant. C'est très exigeant. Et il faut... et c'est aussi pourquoi, Christiane, je le dis, parce que votre présidente s'intéresse beaucoup à ces questions, elle est présente, mais je me souviens, lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, qu'on a fait le bilan de santé, qui m'a valu d'ailleurs des échanges francs et constructifs avec un certain congrès de la FNSEA, et des JA aussi. Non, j'ai pas de nostalgie, mais j'ai des souvenirs. C'est pas... J'avais plaidé à l'époque pour ce que j'appelle la diplomatie agricole.
Et je me souviens que le métayer, que je n'oublie pas, Xavier Belin, Meurs, président des JA, et d'autres à l'époque, recevaient des dirigeants, comme vous le faites, allaient voir des autres. Ce temps-là n'est jamais perdu. Ce temps-là n'est jamais perdu. La France, elle est en tête, elle a de l'influence si elle est professionnelle, comme vous l'êtes, sans être arrogante. Voilà. Et lorsqu'on est professionnel, sans être arrogant, qu'on est à l'heure, qu'on écoute les autres, alors on peut avoir de l'influence. Ça, c'est juste une parenthèse que je fais. Je repasse la main à Christiane Lambert. Christiane. Oui, merci beaucoup Thierry Guerrier ayant posé les 2 questions que j'avais prévu de vous poser. Comment relancer le débat et quelles conséquences pour notre secteur de l'agriculture. Moi, je voudrais vous interroger. Vous êtes fin connaisseur, diplomate. Vous nous dites que vous sentez aujourd'hui des frémissements dans les autres pays qui avaient peut-être des idées de sortie aussi ou de l'arrogance nationaliste. On peut penser à l'Italie, on peut penser à la Hongrie. Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui frémir ou pas par rapport à ce qui se passe et le spectacle désolant de cette sortie, non-sortie, ressortie? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'être un petit peu plus optimiste quant à l'attachement plus affirmé à l'Union européenne? Ce que je constate, Christiane, c'est que, en tout cas dans les mois passés, un certain nombre de dirigeants politiques, d'extrême droite, d'extrême gauche, populistes, qui plaidaient pour que leur pays, parfois le nôtre, sorte de l'euro ou sorte de l'Europe, ne le disent plus. Et maintenant, leur discours, c'est de dire on va changer les choses de l'intérieur. C'est déjà mieux que de dire on va les démolir de l'extérieur. Mais ça nous oblige aussi à être présents à l'intérieur pour dire ce qu'on pense, défendre ce qui doit l'être et réformer ce qui doit l'être. Alors ça, c'est ça qui me rend non pas plus optimiste ou pessimiste. Vous savez ce que l'un des pères fondateurs de l'Europe s'appelait Jean Monnet, avec Robert Schuman. Et quand on interrogeait Jean Monnet, qu'on lui demandait « Monsieur Monnet, est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes pessimiste ?» Il répondait « Ni l'un ni l'autre. Je suis déterminé. » C'est vraiment le moment, même si ces gens ont baissé d'un ton, d'être déterminés pour expliquer, défendre et en même temps réformer. Ce qui me permet d'être aussi un peu plus déterminé et un peu plus confiant, c'est que tout le monde voit bien l'état du monde autour de nous. Tout le monde entend le président américain. Tout le monde voit la puissance de la Chine, dont le président a été reçu hier à l'Élysée. Tout le monde voit bien ce qui se passe autour de la Méditerranée, la Libye, la Syrie, ces groupes terroristes, avec la conséquence immédiate de tous ces troubles qui sont les flux de migration, sans parler du changement climatique ou d'autres enjeux. Il me semble que l'idée que pour affronter tous ces défis, il vaut mieux être ensemble que chacun chez soi ou que chacun pour soi, cette idée-là progresse. Voilà. Que l'idée, moi je veux bien vous dire ce que je pense, si on n'est pas ensemble, nous Européens, sans cesser d'être patriotes, rien ne nous interdit d'être patriotes, au contraire, tout en étant en plus européens, si on n'est pas ensemble, mesdames et messieurs, on est foutus. Voilà ce que je pense. On est foutus. On est définitivement sous-traitants et sous influence des Chinois, des Américains et de quelques autres puissances qui sont déjà là autour de la table. On ne peut pas être à la table. Je vous ai sûrement montré déjà mon fameux schéma où on voit les 10 pays les plus importants du monde, tous les 10 ans à partir de maintenant jusqu'en 2050. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens dans les 10 premiers. Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie. Et tous les 10 ans, il y en a un des 4 qui est éjecté du tableau. Et en 2050, il n'y a plus que l'Allemagne dans le tableau, à la 7e position, et elle va sortir. J'ai pris les mêmes chiffres pour montrer ce que ça donne si on reste à 27 ou qu'on est seul, comme le Royaume-Uni a choisi d'être seul. Et bien si on est 27 ensemble, marché unique, on reste 2, 3, 4, on recule, mais on reste dans le tableau. Et le Royaume-Uni sort inexorablement. Si on n'est pas ensemble, on est foutu. Ça, c'est la clé. Et je pense que, je parle franchement, je peux tenir un discours de responsabilité comme vous l'avez tenu, y inclut Christiane dans les dernières élections aux chambres d'agriculture, avec des résultats qui montrent que le discours de responsabilité qui a été le vôtre, les gens le comprennent. Ben, ce discours-là, il faut le tenir, et vous devez le tenir, parce que ce qui est en cause, c'est une des premières politiques économiques
la seule d'ailleurs pendant très longtemps de l'Union européenne, qui est la politique agricole. Ce qui est en cause, c'est, ou derrière la désunion ou le repli national, c'est la nationalisation de la PAC et de quelques autres politiques. Et donc pour ça que je pense que si on nationalise et qu'on se rétrécit et qu'on se recroqueville, on laisse le champ libre à ces grandes puissances qui sont déjà à la table, parce que leur population, leurs ressources naturelles, leur territoire leur permet de compter par eux-mêmes. Nous parlons d'États-continents. Chine, États-Unis, Inde, Brésil, Russie. Ils sont là, et ils vont rester là tout le temps. Et nous reculons, sauf à rester ensemble, parce qu'aucun pays européen n'a la puissance et la capacité de parler tout seul et de se faire respecter par un de ces pays tout seul. Voilà. Michel Barnier. Merci de cette franchise et d'avoir fait le voyage de Nancy et du Congrès. Merci beaucoup, beaucoup, Michel Barnier. Vous deviez être avec nous demain matin pour introduire notre table ronde. L'agenda négatif, compliqué que vous conduisez vous empêchez d'être avec nous. Vous avez fait une entorse à votre agenda d'aujourd'hui pour être parmi nous, un saut de puce jusqu'à Nancy, et nous vous en remercions. Vraiment, je crois que l'écoute attentive de la salle ici montre combien nous avons un attachement à comprendre. Et ce qui vous distingue probablement parmi les leaders politiques que nous côtoyons et que nous apprécions, c'est certainement que lorsque vous parlez, il y a beaucoup de pédagogie, mais aussi que vos convictions transpirent. Vous êtes habité par ces convictions européennes, vous les portez depuis longtemps et vous en parlez remarquablement bien. Alors je ne sais pas comment se traduit en anglais « si on n'est pas ensemble, on est foutu », mais peut-être que le vice-président de l'ANFU nous le dira demain puisqu'il est arrivé. Je retiens de votre propos que l'essentiel, c'est de retrouver notre capacité à refonder une économie sociale de marché compétitive. Économie sociale de marché compétitive, et vous avez insisté sur chacun des mots. Un idéal européen, parce que c'est certainement le meilleur modèle et la meilleure construction que l'on puisse imaginer. Mais je crois qu'en quelques minutes, en vous écoutant, beaucoup d'entre nous en ont compris bien plus qu'en regardant des débats acharnés sur nos postes de télévision, à la Chambre des communes et ailleurs. Et merci vraiment, parce que c'est très, très, très important pour nous. Vous savez que le secteur agricole, mais je vous redonne la parole, ne vous inquiétez pas, le secteur agricole, même s'il ne le dit pas toujours, parce que nous sommes parfois ingrats, ne dit pas son attachement à l'Union européenne, nous sommes attachés à l'Union européenne. Et ici, dans cette grande région de l'Est, nous savons aussi la valeur du fondement essentiel de cette Union européenne qui est la paix. La construction de l'Union européenne s'est faite par le commerce et le développement pour la paix. Il y a aujourd'hui beaucoup de débats par Verdun ou pas Verdun dans les livres d'histoire. La paix, c'est précieux, mais c'est fragile. Et cette construction de relations fiables et stabilisées entre États membres, elle s'est aussi faite grâce à ça. Je pense que la progressivité de la construction de cette Union européenne a été un facteur clé. Le fait que les pays de l'Est nous aient rejoints a probablement changé quelque équilibre, mais vraiment au regard des enjeux autres, vous avez dit l'essentiel, la France est trop petite dans les débats mondiaux d'aujourd'hui, l'Europe est la bonne taille, donc nous souhaitons vraiment que dans le débat des élections européennes qui s'ouvrent, on puisse centrer les débats de cette élection sur l'essentiel, l'avenir de la construction européenne, bien sûr pour nous l'avenir de la PAC et des représentants agricoles de premier plan qui puissent nous représenter demain, c'est essentiel et nous avons le courage de le porter, mais plus que jamais, l'idée européenne doit être partagée par le plus grand nombre, mais nous avons aussi un rôle, là où nous sommes, de la véhiculer. C'est ça l'ADN de notre organisation, cet attachement européen, et je suis dans la lignée de mes prédécesseurs, qu'il s'agisse de Raymond Lacombe, Luc Guyot, Jean-Michel Lemétayer, Xavier Belin, nous avons toujours porté cet esprit-là. Merci mille fois. Christiane, juste d'abord merci de m'avoir accueilli cet après-midi, mais je dois retourner à Bruxelles, il y a tous ces votes ce soir et demain je serai en Pologne pour continuer ce travail, pour cultiver l'unité des 27 et expliquer, écouter aussi. Donc merci de votre accueil, de votre écoute, je resterai disponible
Je n'ai rien oublié du dialogue que j'ai eu. Vous avez parlé à l'instant de Luc Guyot. J'avais été très frappé à une époque, lorsque Luc était président des chambres, d'un document qui avait été fait bien avant l'élargissement aux pays d'Europe centrale, de pédagogie, comment les dirigeants agricoles français, les syndicalistes, avaient pris en main eux-mêmes l'explication de ce sujet, alors même que partout ailleurs, les gens rasaient les murs et avaient peur d'en parler. Ça, je n'ai pas oublié ça, ni tous les dialogues que j'ai eus avec vos prédécesseurs comme avec vous-même. Donc je resterai disponible. Deuxièmement, j'ai deux points à vous dire. Prenez soin de l'Europe, mesdames et messieurs. Prenez soin de l'Europe. Elle est fragile. Et si elle est fragilisée, comme certains le veulent, à l'intérieur et à l'extérieur, tout change. Et tout sera plus difficile. Je ne dis pas que les choses sont faciles. Je vous ai dit avec beaucoup de véhémence qu'il y a plein de choses à changer. Mais si on laisse ce projet se détricoter comme veulent le faire certains, à courte vue, alors tout sera plus difficile. Dans la vie quotidienne, dans la vie des territoires, dans la vie collective, tout sera plus difficile. Et mon deuxième message, il est de dire, il ne suffit pas de prendre soin, il faut être acteur, comme vous l'êtes dans ce discours responsable, acteur pour préserver cette grande politique économique et humaine qu'est la PAC. Et le combat, la défense va être difficile dans les semaines ou les mois qui viennent, acteur aussi des grands changements, y compris de ceux qui ont provoqué parfois des malentendus avec le monde agricole. J'ai dit lorsque j'étais ministre de l'Environnement, les agriculteurs sont les premiers écologistes. Voilà. Je l'ai dit comme ministre de l'Environnement de la République française et je l'ai redit lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, parce que je le pense. C'était en 93-94. Voilà. Donc je le pense profondément. Ne vous laissez pas donner des leçons, même si, comme vous l'avez fait, Christiane, et avec d'autres, vous avez amorcé ce changement pour prendre à bras-le-corps le défi du changement climatique, de la biodiversité, de la maîtrise pour la réduction de l'usage des pesticides. On connaît tous les risques et tous les dangers. Ne vous laissez pas donner des leçons, soyez acteurs de ces changements pour les années qui viennent. Et là où je serai, quelle que soit la place où je me trouverai, je continuerai à vous aider, à vous écouter et à vous accompagner. Merci de votre attention. Bien, on se retrouve dans... Je prends les instructions auprès de... Tout de suite ? On ne sort pas, me dit Christiane, donc pas de pause et on va enchaîner. Je vais chercher mes... Non. Je vais chercher mes fiches. Voilà. Non, ne sortez pas, vous venez d'arriver, les amis. C'est un plaisir d'écouter Michel Barnier. C'est le genre d'homme politique qui fait du bien et qui nous dit combien il est important de s'investir et d'avoir un discours responsable. Vraiment un très très grand Michel. Merci Michel, pardon, vous nous quittez. Vous avez beaucoup apporté à notre séquence. Merci beaucoup.